Eh bien bonjour à tout le monde. Comme vous avez pu le remarquer, la chaîne a grimpé de plus en plus, j'ai de plus en plus de nouveaux abonnés. Et j'aimerais vous parler d'un épisode que j'ai vécu, enfin une aventure que j'ai vécue quand je suis allé sur l'île Poveglia. Les plus anciens à l'époque, j'avais fait une vidéo dessus, les plus anciens ont vu cette vidéo à l'époque que j'avais racontée, plus les vidéos de Poveglia que je vous mettrai dans la description. Alors, j'ai pris une photo tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez bien réapparaître sur mon appareil que je puisse vous reprendre en photo, s'il vous plaît? C'est toi qui viens de me toucher. Non, moi aussi. Alors, on va essayer de rester calme. On va vous expliquer. David m'a touché. On m'a touché sérieusement. Besoin d'aide. Faites sonner le code s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et une vidéo que j'avais fait à l'époque que j'ai supprimée parce que certaines personnes m'embêtaient là-dessus. Et je l'avais supprimée à l'époque. Et j'aimerais vous faire partager, cette expérience spirit en quelque sorte avec vous et le faire partager aussi à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Ok. Bon, il y a quelques années de ça, j'avais fait une demande de don pour aller sur l'île Poveglia. Pour vous resituer l'île Poveglia, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une île qui est au bord de Venise en fait, qui est à côté de Venise. Et c'est une île qui a été totalement désertée par les Italiens parce que l'île serait complètement hantée. D'ailleurs, elle est hantée. Elle serait complètement hantée. Euh, pendant, pendant une certaine période, il y avait eu la peste noire et on envoyait les gens sur l'île Poveglia et on les faisait brûler vifs là-bas, des fois pour se débarrasser des gens, de ces personnes qui étaient très contagieuses, etc. Et on les abandonnait sur l'île Poveglia. Donc l'île Poveglia était un gros charnier, en fait, en quelque sorte au niveau de la maladie de la peste noire. Voilà, par la suite, ça a été un hôpital pendant la guerre, et ensuite, ça a été un hôpital une maison de retraite, en fait. Et ensuite, on a complètement déserté l'île. Il y a eu beaucoup de gens qui ont racheté cette île, en fait, et il y a une histoire qui courrait sur l'île Poveglia, comme quoi la personne de l'hôpital, en fait, de l'hôpital de l'époque, aurait été pris de folie et aurait tué certains patients et serait suicidé en se jetant du clocher, ce fameux clocher que je vais vous mettre sur le côté, que j'avais filmé à l'époque. Et donc se serait tué en se jetant de ce clocher-là. Des gens ont repris l'île et une histoire courte, alors je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou quoi que ce soit, mais une histoire courte comme quoi un propriétaire aurait acheté l'île et aurait passé une nuit sur l'île avec sa famille et il aurait retrouvé sa fille complètement lacérée, elle serait lacérée le visage, elle aurait pété un câble là-bas, elle lacérait le visage. Et donc moi j'étais très intéressé par ces histoires qui couraient sur l'île Poveglia et je voulais voir de moi-même ce qu'il en était. Et donc j'ai fait une demande de don, un appel au don, et j'ai réussi à récolter les fonds pour partir sur l'île Poveglia. Et je suis parti. Généralement, je fais mes enquêtes QANT tout seul. Et là, je me sentais pas prêt à y aller tout seul sur l'île Poveglia. Voilà, c'était très compliqué. Déjà, c'est accès interdit sur l'île Poveglia puisque c'est une île privée. Elle a été rachetée par une personne. Actuellement, elle est encore en vente. Mais elle avait été rachetée par une personne qui avait déjà attaqué des travaux et les ouvriers avaient abandonné le chantier parce qu'il se passait des choses curieuses. Et j'y avais été avec un ami qui s'appelle Joël. Et il me servait de caméraman en fait. Et puis aussi on va dire de garde-fou si je partais en couille là-bas, si j'étais pas bien, etc. Il m'a beaucoup aidé d'ailleurs, vous le verrez dans l'histoire que je vais vous raconter.
qui m'est arrivé là-bas. Enfin bref, voilà. Donc je prends contact avec des gars sur Poveglia avant d'y aller. Enfin sur Poveglia, sur l'île qui se situe à côté de Poveglia. Et je m'arrange à trouver un passeur. Donc voilà, j'ai les fonds, tout ça, je pars à Poveglia. Et j'arrive sur la fameuse île à côté. Et donc je prends une place dans un camping, puisqu'il fallait faire énormément d'économies. On n'avait pas grand chose pour partir sur l'île. On n'avait pas grand chose pour partir sur l'île Poveglia financièrement, donc il fallait faire des économies. Donc j'emmène une tente et je loue une place de camping. Alors je suis arrivé hier soir, il était minuit et je viens de m'installer dans le camping. Hop. Sous les petites tentes là. Donc pas le grand luxe, mais bon, c'est pas grave. Et là je vais avec mon caméraman et on va essayer de trouver de quoi manger et trouver un passeur pour l'île. Voilà. Je suis chaud comme la braise. À plus tard. Et on s'installe et le problème c'est que le passeur me lâche. Donc pendant 3 jours on se retrouve à chercher un passeur sur l'île qui est en face, un passeur qui va nous emmener en bateau en fait de l'île où nous sommes sur l'île Poveglia pour passer toute une nuit entière là-bas. Le problème c'est que c'est interdit bien entendu. Donc il fallait trouver un passeur qui accepte de nous emmener là-bas. Ok, donc là vous voyez à peu près la beauté de l'île quoi. Hop. Et l'architecture des maisons dans la région. Je me verrais bien se faire cet immeuble là. Enfin, il y a plein de petites maisons très lugubres et tout sur l'île. Je vous en montrerai un peu plus loin. Et donc voilà. Donc là on va se diriger pour voir où on peut s'acheter à manger. Et on va essayer de voir si on peut pas trouver un mec pour nous passer sur l'île. Voilà. Venez avec moi, je vous emmène, je vais vous montrer l'île Poveglia au fond. Et on va se trouver ce passeur. Allez, c'est parti. Messieurs, dames, mes fans, voici l'île Poveglia. Voilà où je vous emmène. Allez, je vais vous faire languir un petit peu. Vous me regardez là? Je vais vous faire languir. Je marche au bord de l'eau. Et je vous montre où on va passer toute une nuit, moi et Joël. Messieurs, dames, voici Poveglia. Un peu fort parce qu'on a du vent, on est au bord de la mer et j'ai peur que vous m'entendiez pas, on n'a pas de micro externe, on est avec une petite caméra. Donc voici l'île Poveglia. Le but maintenant, on y est, on a réussi à venir sur l'île en face, on a réussi à trouver un camping, on a repéré des coins pour manger. Maintenant le but c'est de trouver le passeur. Donc on va s'avancer et on va aller un peu plus loin pour aller sur l'île. Nous resterons une journée et une nuit sur l'île. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et à tout à l'heure. Je reprendrai un peu la caméra pour vous montrer où on en est. Donc il y avait la barrière des langues. Moi je suis espagnol, enfin je suis d'origine espagnole, donc je parle l'espagnol et le français. Donc en mélangeant l'espagnol et le français, j'arrivais à communiquer avec eux, on va dire, avec les Italiens. Et donc voilà, donc pendant 3 jours, je crois que ça a duré 3 jours, on a cherché un passeur. Et il me semble bien, lors du 3e jour, je peux me tromper, lors du 3e jour, sur cette fameuse île en face qui était habitée, bien entendu, une très vieille île, je passe devant un cimetière et je suis accompagné de mon caméraman, mais là on ne filmait pas puisqu'on était à la recherche d'un passeur.
Et je me sens extrêmement attiré par ce cimetière. Et je me retourne et je lui dis, écoute, j'ai envie de rentrer dans le cimetière. Il me dit, c'est marrant, je ressens la même chose. Et on rentre dans le cimetière. Et d'un seul coup, je suis attiré par une tombe que je ne vois pas sur le coup, puisque les cimetières en Italie, ça ressemble à ça, vous voyez. Et c'est comme un labyrinthe, etc. Et j'arrive à me faufiler dans tout ça et à me diriger sur une tombe. Et j'arrive sur une fameuse tombe au milieu du cimetière et je tombe à genoux. Et je me sens pas bien. J'ai des sensations de douleur intense, des sensations de tristesse, comme si cette tombe, en fait c'est une femme qui est enterrée dans cette tombe, comme si cette femme était ma femme. J'ai aucun souvenir de cette femme, mais je me sens complètement bouleversé, comme si cette femme-là était ma femme et qu'elle était morte. Et pourtant, j'avais aucun souvenir de cette femme, mais j'avais toutes les sensations de tristesse, d'avoir perdu ma femme, qui est là, quoi. C'était complètement fou. Mon caméraman se met à côté de moi, il me laisse un peu tranquille et tout ça, il comprend pas trop, il fait son tour parce que lui aussi il aime beaucoup les cimetières, comme ça, enfin ce genre d'architecture au niveau cimetière, donc il regardait un peu tout en respectant les lieux. Et le cimetière fermait vers 5h30, je veux pas dire de bêtises, peut-être 18h, 5h30, j'ai plus les heures en tête, hein, ça remonte à longtemps. Et il me voyait complètement basculer sur cette tombe, les larmes aux yeux, j'étais pas bien, etc. Il me dit, maintenant on y va David, ça va fermer, faut qu'on sorte de là, faut surtout pas qu'on se retrouve enfermé dans le cimetière. Et à Poveglia, enfin, sur l'île à côté, les cimetières, ils sont entourés de murs comme ceci là. Si je vous trouve une image, je vous les mettrai. C'est des murs qui sont super grands et quand c'est fermé, on est vraiment enfermé à l'intérieur. Il faut savoir qu'en cette saison-là, on avait eu des attentats sur Paris et un peu dans toute l'Europe. Et donc l'Italie était sur les dents puisque c'était le festival de Venise. Et on avait l'armée et la police italienne qui tournait partout. Alors on se faisait choper dans le cimetière, enfermé dans le cimetière. On serait fait manger grave par les autorités, puisqu'en plus ils sont très religieux et ils n'auraient pas compris pourquoi nous étions encore dans ce cimetière-là. Enfin bref. Donc le caméraman me dit, écoute, maintenant on sort David. Il arrive à me ressaisir, quoi. Il me dit, arrête, déconne pas, on sort, ça va pas, t'es pas bien là. Bim, on sort. Et on commence à vouloir partir. Donc je sais plus quelle heure il était, mais c'était presque... Il devait être, je sais pas si ça ferme à 5h30, je m'en rappelle plus exactement, il devait être 5h, quoi. Il nous restait 30 minutes à peu près pour sortir. Et on commence à repartir et à essayer de se diriger comme on peut, parce que c'est foutu comme un labyrinthe pour retrouver la sortie. Mon caméraman arrive à trouver la sortie et peut-être à 5 mètres de la sortie, on passe à un endroit et d'un seul coup on entend « Hé !» ou alors « Hé vous !» je sais plus exactement, mais c'était une voix, c'était du français en fait, on nous appelait. Et on se regarde, et je dis à mon caméraman « Putain, mais tu as entendu ?» Et il me dit « Oui, j'ai bien entendu une voix, ça nous disait « Hé vous !» je sais plus exactement le terme, mais c'était du français, ça nous appelait. Je le regarde, on tourne autour de nous, on voit rien. Et d'un seul coup, on est en fin d'été, et une chose curieuse, c'est que je me sens happé par des feuilles qui tournent autour de moi, mais des feuilles mortes, hein, des feuilles comme cela. Des feuilles jaunes comme ça, et il y en avait partout qui tournaient autour de moi, ça fait comme une spirale. Et d'un seul coup, on perd la notion du temps. Et on se retrouve avec la nuit qui commence à tomber, le cimetière qui est fermé, on ne se rend pas compte, et on se redirige vers la sortie. Et là, on se dit, putain, c'est fermé, on est enfermé, putain, on est dans la merde, quoi. Pas de lumière sur nous, on n'avait pas de torche, on n'avait pas prévu d'aller faire une expédition ou quoi que ce soit. Et donc, la panique commence à nous prendre, puisqu'on se dit, putain, comment on va faire pour sortir du cimetière? Si on saute les murs et qu'on se fait choper par les flics, on est super mal, on est des étrangers, on parle pas l'italien, etc. Comment on va expliquer ça? Et le caméraman s'inquiète, machin, etc. Et d'un seul coup, moi, je repars comme un cinglé, sur la tombe de cette femme qui est enterrée. J'avais vraiment envie de rejoindre cette femme en fait. Et mon caméraman me rattrape par le bras, il me dit, qu'est-ce que tu fais David? Ressaisis-toi, faut qu'on arrive à sortir de là, quoi. Et moi je lui dis non, je vais retourner sur la tombe, je vais dormir là-bas. Enfin, j'étais complètement obsédé par cette tombe. Et mon caméraman me dit non, faut que tu te ressaisisses, etc. Lui, de son côté, il se ressaisit.
Et d'un seul coup, il a un déclic et il dit, David, il faut qu'on sorte par là. Le cimetière était un cimetière assez récent, on va dire, qui datait d'une cinquantaine d'années. Et juste à côté, il y avait un vieux cimetière juif. Parce que l'île où on était, c'était une ancienne île de juifs, en fait, où il y avait un cimetière juif. Et par la suite, suite à la Seconde Guerre mondiale, comme les Italiens étaient alliés aux Allemands, ils ont commencé à adopter la politique d'antisémitisme. Et donc, ils avaient viré tous ces gens de cette île-là. Et ils avaient installé leur propre cimetière chrétien et tout ça, mais ils avaient respecté quand même le cimetière juif. Et donc, il me dit, il faut se diriger par là, David. Et il y a une petite voix qui lui dit en lui, il faut se diriger par là, David. Et on essaye de se barrer au mieux qu'on peut, parce qu'on était presque dans le noir. Et on saute un premier mur qui sépare du cimetière récent, en fait, du cimetière catholique, au cimetière juif. Et on se retrouve dans ce vieux cimetière juif qui est complètement à l'abandon. Et on a toujours ces murs de rempart autour du cimetière. Il faut qu'on arrive à sauter ce mur de rempart qui est très haut, quoi. Et on se dirige vers le mur de sortie. Et là, il me dit, il faut qu'on arrive à se barrer. Et il commence à escalader le mur. Il arrive à sauter. Moi, j'arrive à sauter. Et on repart. On rentre au camping. On va casser la croûte avant. On rentre au camping, tu vois. Content de notre exploit qu'on a réussi à sortir sans se faire gauler. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je suis complètement abasourdi par ce que j'ai vécu dans le cimetière. J'ai l'impression que l'entité me suit, j'ai l'impression qu'une entité me suit, l'entité de cette femme me suit et collée à moi. On se retrouve à rentrer sous la tente. Moi j'avais pris des photos et je commence à observer ces photos et je deviens complètement... mon caméraman il avait expliqué, il avait pris un terme qui était très juste. Il me voyait totalement obsessionnel sur cette femme, quoi. Et je regardais cette femme, machin, et je lui disais, j'ai l'impression qu'elle me suit et tout ça. Et mon caméraman me dit, non, David, t'es obsessionnel, parce que je suis une personne qui est assez obsessionnelle quand je travaille sur une investigation, un truc comme ça. Faut vraiment que j'aille jusqu'au bout des choses. Et donc il me dit, non, c'est ton côté obsessionnel qui fait que tu as l'impression qu'il y a quelque chose et que tu dois faire quelque chose. Mais arrête, décroche, quoi, c'est pas bon, quoi. Vous voyez, ça faisait halluciner, quoi, ce qui se passait. Et donc la nuit se passe, et pendant la nuit, j'ai envie de retourner, pendant qu'on dort, j'ai envie de retourner sur le cimetière, dans le cimetière. Mon caméraman me gaule et me dit, non, David, arrête, quoi. Tu restes là, tu te calmes, etc. Le jour suivant, on se lève le matin, et je dis à mon collègue, écoute, je demande, c'est la veille, je sais plus exactement, c'est quand on rentre d'avoir la veille, le soir, où on sort du cimetière et qu'on va acheter de quoi manger, je rentre, on est peut-être à 5 mètres du camping. Alors je peux me tromper, hein, sur mes souvenirs, et à ce moment-là, je dis écoute, crois-moi, il y a quelque chose, quoi. Et je demande à cette personne, à cette entité qui me suit, de m'aider à trouver un passeur. Il me semble que ça s'est passé comme ça. Et elle me répond, le lendemain matin, je passe la nuit, je veux retourner sur le cimetière en pleine nuit, il me retient, le caméraman et tout ça. Et le lendemain matin, je me lève et je dis, écoute, c'est à cette personne qu'il faut demander, à un gars qui s'occupait, alors je rentre pas dans les détails pour pas mettre en danger le gars qui nous a indiqué sur le passeur, mais j'ai dit, c'est à cette personne qu'il faut demander, il tenait un magasin, et je dis, c'est à cette personne qu'il faut demander. Il me dit, t'es sûr? Je dis oui, je vais demander. Et je commence à demander. Et après, mon caméraman me dit, Valès, je vais négocier en fait le tarif avec lui. Il arrive à négocier correctement. Il appelle un pote à lui. Et nous, on part nous chercher à manger pour le midi. Et on attendait ce fameux collègue qui venait, ce fameux passeur qui venait nous rejoindre dans une petite terrasse de café. Qui devait nous rejoindre dans une petite terrasse de café. Et à ce moment-là, j'ai de nouveau une vision, en fait, en quelque sorte, comme si quelqu'un m'influençait psychiquement. Et je lui dis, on peut aller demander aussi dans cette maison-là. Alors on allait chercher à manger, à ce moment-là, je vois une maison, et je dis, on peut aller demander aussi dans cette maison-là. On passe par l'arrière de la maison, on cogne, on voit un monsieur, le monsieur nous renseigne, il nous dit, ok, mon fils peut vous emmener. Et donc, avec les barrières des langues, on arrive à se faire exprimer, il me dit, ok, mon fils peut vous emmener. Et je crois qu'il nous sort un tarif, quoi. Et on rentre,
et on rencontre le premier passeur qu'on nous avait proposé, et on commence à discuter avec lui. On a senti une confiance assez importante dans ce monsieur-là, donc on a choisi ce monsieur-là et pas le deuxième passeur. Vous voyez, en une journée, on se retrouve à avoir 2 passeurs qui nous proposent d'aller sur l'île, alors qu'on galérait, etc. Et moi, la veille, j'avais demandé, enfin je sais plus exactement si c'était la veille ou le matin, je me rappelle plus, c'est tellement loin, quoi. Mais j'avais demandé à cette entité qui me suivait, trouve-nous un passeur, quoi. Et il nous trouve un passeur. Et on avait même le choix du passeur, voilà. Donc, on convient du tarif, on convient des heures qu'on va rester, machin. Lui, il nous explique les dangers, etc. Et si ma mémoire est bonne, je pense que c'est le jeudi soir, très tôt dans la soirée, qu'on part sur l'île et qu'on passe toute la nuit. Et, et le passeur nous récupère le lendemain, le vendredi, il nous récupère. Et là, il se passe ce qui se passe, hein. Vous regarderez dans le lien de la vidéo. Je pense un jour refaire un montage dessus. Et je pense réellement retourner là-bas. Et parce que les choses ne sont pas terminées là-bas. J'ai besoin de réponses et j'ai besoin d'aider aussi. Et enfin ça, ce sont mes convictions à moi. Et on rentre. Mon caméraman est très fatigué, moi pareil. Il me dit, écoute, ce soir je vais pas dormir dans la tente, David, je vais me louer une chambre d'hôtel. Il me dit, t'inquiète pas, ça sera à mes frais, c'est moi qui me paye ma chambre d'hôtel, me dit le caméraman, parce qu'il voulait pas taper dans le budget qu'on avait eu dans Poveglia, ce qui était tout à fait honorable de sa part, c'était très gentil. Et donc il se paye sa chambre d'hôtel qui était aux alentours de 150 ou 180 euros. C'était très cher, c'était en plein festival de Venise, j'avais mal calculé la période. Il se paye sa chambre d'hôtel et donc il passe toute la soirée à l'hôtel. Et moi, justement, je me repose, j'étais bien aussi, du coup je me retrouvais tout seul dans la tente. Et en pleine nuit, en fait, vers 22-23 heures, je vais pour me laver dans les douches du camping, en fait. Et donc là, je commence à bien essayer de me purifier, etc. avec l'eau, enfin, certains rituels que je fais. Et d'un seul coup, j'ai mon porte-savon, vous savez, c'est des douches à l'italienne, c'est comme ça. Et j'ai mon porte-savon avec mon savon, etc. qui commence à s'écarter, mais par le haut, pas par le bas. Il descend pas par le bas, il s'écarte par le haut, comme si quelqu'un faisait sa place et rentrait à l'intérieur et poussait certains objets pour s'avancer vers moi. Et je ressens un froid et une présence à ce moment-là qui vient s'approcher vers moi et qui se colle à moi. Et là, je me dis, c'est la femme, c'est ma femme en quelque sorte, c'était complètement dingue, mais je pensais que c'était ma femme, cette femme, qui se colle à moi en fait. Et je la ressens totalement sous la douche. Là-dessus, je finis ma douche, etc. Et je continue à parler avec elle. Je suis complètement dingue. À ce moment-là, je pète un câble. Je parle avec elle psychiquement. Elle m'envoie des messages et je lui réponds. Et je prends mon ordinateur, un petit ordinateur portable que j'avais emmené, où j'avais mis mes rushs de Poveglia. J'étais en train d'analyser les rushs, etc. Et du coup, je repars sur les photos du cimetière et je regarde son visage, etc. Et là, je lui demande, je lui dis, est-ce que tu m'aimes? C'est complètement fou, quoi. C'est dingue ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je lui demande, est-ce que tu m'aimes? Elle me répond psychiquement, elle ne me répond pas comme je vous réponds, mais c'est psychiquement, elle me répond, non, je t'aime pas, tu vas partir. Elle savait que j'allais partir. Le dimanche, on partait, le dimanche au matin, très tôt, si je me souviens bien, on partait. Et elle me dit, ou le samedi matin, très tôt, je ne sais plus exactement, je suis un peu embrouillé, mais elle me dit, non, tu vas partir, moi je veux pas que tu partes, viens te tuer, en fait, viens te suicider sur ma tombe, en fait. Et elle m'envoie l'image de moi sur la tombe, avec les bras ouverts, en fait, le sang sur la tombe, et je vois totalement ma mort sur sa tombe à côté d'elle. Et là, elle me fait comprendre qu'elle m'aimera. Et là, je vous parle, tout est psychique, c'est des images, des mots, etc. qu'elle m'envoie et je comprends tout à fait ce qu'elle me dit. Et à ce moment-là, elle me demande de me tuer, quoi, pour aller, pour la rejoindre. Et là, elle m'aimera à ce moment-là. Je lutte toute la nuit pour pas aller au cimetière, puisque je suis tout seul et là, il n'y a pas mon caméraman. Le samedi soir ou le dimanche soir, je ne sais plus exactement. Enfin, il nous restait 2 nuits à passer sur l'île à côté de Poveglia et on repartait. Et donc la deuxième nuit, du coup mon caméraman revient parce que ça lui c'est un peu cher la chambre d'hôtel et il vient dormir la deuxième nuit avec moi sous la tente. J'ai oublié de vous dire, la veille, en fait, le lendemain matin, j'ai passé presque toute la journée au cimetière. Vous voyez,
J'ai essayé de faire des séances de spirit box, qui est totalement interdit en Italie, etc., dans un cimetière. J'ai essayé de rentrer en contact avec elle et tout. J'étais complètement obsédé par cette femme. Et c'était mon caméraman qui me calmait, il disait on rentre, hein, c'est bon quoi. Et, euh, et donc on avait des souvenirs à acheter, machin, donc on est parti faire quelques emplettes, on va dire, pour amener des souvenirs de Poveglia. Et, euh, et donc là je fais vraiment appel à ma mémoire, hein, parce que c'est des souvenirs, des fois c'est un peu faussé, etc. Mais je fais appel à ma mémoire, et donc on rentre. Et donc on rentre et mon caméraman a décidé de dormir sous la tente parce que ça lui fait quand même un peu cher la chambre d'hôtel. Il s'était bien reposé, du coup il peut redormir le soir même sous la tente. Et le lendemain matin on partait. Et là ça a été une grosse lutte parce que moi je voulais de nouveau repartir sur la tombe, rejoindre cette femme. Et mon caméraman me dit non mais t'es malade ou quoi, tu vas pas aller sur la tombe. En plus en pleine nuit, si tu te fais choper, on nous vole les roches de Poveglia, on nous supprime on nous chope tous nos matos, etc. Enfin, il a tout fait en quelque sorte pour essayer de me sauver la vie, parce que je pense qu'il m'a sauvé la vie à ce moment-là, puisqu'il m'a vraiment aidé dans cette expérience que je vivais. Le lendemain matin, je crois que ça s'est passé le lendemain matin, je ne me rappelle plus exactement, c'est un peu mélangé dans ma tête. On se prépare pour partir, et là je suis complètement déchiré parce que je vais partir et je vais abandonner cette femme sur l'île, quoi. Et elle me fait comprendre, quoi. Elle est déchirée elle-même. Et je parle à mon caméraman, et mon caméraman, je lui dis, bah, putain, j'ai l'impression que je la laisse tomber et tout. Et mon caméraman, il dit, arrête David, c'est de l'obsession, t'es obsessionnel, il se passe rien, c'est dans ta tête. Et je lui dis, écoute, je vais prendre des photos, et je vais te prouver qu'elle est là. Et je lui parle, et je lui demande d'apparaître. Bim, bim, je shoot 2 photos. Et là, il y a 2 orbes magnifiques qui apparaissent, et une forme. Et là, à ce moment-là, à chaque fois que je demandais qu'elle apparaissait, il y avait une orbe qui apparaissait, ou cette fameuse, une forme plus ou moins vague, qui apparaît. Et là, mon collègue regarde, il me dit, ouais, c'est curieux quand même. Mais il reste concentré, et il dit, non, non, faut pas qu'il y aille, machin, on se tire. Malheureusement, ces photos, je les ai plus, puisque c'était un appareil photo qu'une collègue m'avait prêté, et en fait, je les ai perdues, ces photos, je les ai plus. Mais j'ai d'autres photos d'orbes assez intéressantes aussi à vous montrer, que je vous montrerai un jour, que j'ai jamais montré à l'époque, de Poveglia. Mais ça sera dans un autre épisode que je vous expliquerai ça. Et donc on prend le taxi bot, je crois que ça s'appelle, et on part direction Venise. Et plus je m'éloigne de l'île, plus cette dépendance que j'avais avec cette femme, cet amour que j'avais avec cette femme, plus il s'atténue. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si ça disparaissait. Et d'un seul coup, quand on arrive sur Venise et qu'on va prendre l'avion, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise, etc. Je rentre en France, ma femme ne comprend pas, elle voit toutes ces histoires que je raconte, elle a l'impression que je l'ai fait cocu sur l'île à côté de Poveglia, elle croit que je l'ai trompé avec une femme et que je suis amoureux d'une autre femme. Parce que j'étais complètement obsessionnel dessus. Et cette obsession me revient une fois que je suis en France et que je suis chez moi. J'épluche toutes les vidéos, toutes les photos de la tombe et tout, j'essaie d'avoir énormément d'informations. Et d'un seul coup, je tombe par hasard sur une photo sur internet alors qu'elle est morte en 92, cette femme, donc Facebook, machin, ça n'existait pas, internet c'était pas présent, quoi. Et je tombe sur la photo d'elle en ayant juste un nom, et je tombe sur cette fameuse photo. Alors je vous la mets, bien sûr, je floute les visages, je suis désolé, parce que il y a des petits malins à l'époque où j'avais pas flouté les visages qui s'amusaient à dire que c'était un homme, etc. Et comme maintenant je connais la famille, voilà, je veux pas qu'on dise des bêtises, quoi, dessus. Et j'arrive à avoir beaucoup plus d'infos, etc. Et à ce moment-là, j'ai une amie qui m'appelle, une amie qui s'appelle Florine, d'ailleurs je lui fais un gros bisou, et je m'excuse de ne pas être présent assez souvent quand elle m'envoie des messages, etc. Et cette femme m'appelle, elle me dit, David, tu as été à Poveglia, elle est capable de me décrire ce que j'ai fait à Poveglia, alors que j'en avais parlé à personne, à part ma femme et à part mon collègue qui était là, lui. Elle me dit, tu as été à Poveglia, tu as fait une purification à la fin et tu as sauvé 40 âmes. Alors qu'elle ne savait pas que j'avais ouvert un canal de lumière, elle était au courant de tout, c'était complètement dingue, quoi. Enfin, de la façon qu'elle me décrivait, elle me dit 40 âmes ou 41 âmes, je ne sais pas, je pourrais mentir, je ne m'en rappelle plus exactement du chiffre exact, ça remonte à longtemps.
mais elle me dit que tu as réussi à sauver tant d'âmes. Et je lui dis, c'est curieux parce que tu me donnes des détails que j'ai fait alors que j'ai rien diffusé sur internet pour l'instant. Elle me dit, oui, mais je le ressens. Et là, je trouve ça assez curieux. Et elle me dit, et je lui parle grosso modo d'une femme, elle me dit, arrête David. Elle parle avec des entités, cette dame, et il y a des entités qui lui disent, en fait, des entités qui me sont proches, qui lui disent en fait que c'était un passage, en fait, un passage rituel, je ne sais pas comment expliquer ça, un passage pour me faire grandir spirituellement en quelque sorte. C'est-à-dire, j'explique ce qui serait passé à ce moment-là. Ce n'est que théorique, bien entendu, mais qu'est-ce qui serait passé? Je passe devant ce cimetière. Il y a un très vieux cimetière juif à côté, machin, etc. Et là, il y a peut-être un démon qui est à ce moment-là, une entité négative qui tourne autour de ce coin-là. Et il me voit avec mes capacités, mes facultés, machin, etc., à vouloir aider les autres. Il essaye de m'accaparer, justement. Et donc, il m'attire dans ce cimetière. Dans le cimetière, quand je suis devant la tombe de cette femme, je tombe à genoux et je suis totalement amoureux de cette femme et je sais que cette femme, c'est ma femme et j'ai aucun souvenir de cette femme. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pris tous les sentiments résiduels qui seraient incrustés dans la pierre en quelque sorte. L'homme qui aimait cette femme et qui a pleuré pendant des mois et des mois sur cette tombe en allant voir cette femme, eh ben, ça a créé des sentiments résiduels dans la tombe. Ce n'est que théorique, hein. Et ces sentiments résiduels seraient, alors là c'est ma théorie à moi en fait, seraient incorporés, il m'aurait pris ces sentiments résiduels qui m'auraient incorporé en moi-même en quelque sorte. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas avoir tous ces sentiments amoureux alors que j'avais aucun souvenir de cette dame, de cette femme, de cette jeune femme. Et donc je suis complètement bouleversé. Et cette entité joue avec moi, cette entité démoniaque joue avec moi et c'est mes guides qui me laissent passer cette épreuve-là. C'est mes guides qui disent ok, on le laisse passer parce que nous pensons qu'il est capable de le passer en quelque sorte. Et mes guides laissent passer cette épreuve-là pour me rendre plus fort spirituellement en quelque sorte. Et donc j'arrive à passer cette épreuve-là. Et cette femme me dit en fait, Florine me dit, David, tu vois, la femme, c'est pas une femme, c'est une entité démoniaque, c'est une entité négative qui s'est jouée de toi. La femme est déjà montée, c'est pas elle qui te fait du mal. C'est l'entité négative qui est là, qui veut te pousser, qui a voulu te pousser à te suicider, etc. Et tu as réussi à passer cette étape. Voilà. Et donc j'ai réussi à passer cette étape. Et par la suite, j'ai eu plein d'infos sur cette femme. Et je pense, après ce n'est que théorique, je pense que c'est l'âme de cette femme qui m'a mis en contact avec sa sœur, qui vit en Espagne, en Andalousie, et que j'ai réussi à prendre contact avec sa sœur, et on a pu discuter de sa grande sœur, qui était sa grande sœur, et on a pu discuter, échanger ce que j'avais vécu, etc. Elle l'a très bien pris, en plus on a pu parler correctement tous les deux. Et donc elle avait très bien pris, et elle avait aimé la vidéo que j'avais fait à l'époque, j'avais fait une vidéo. Le problème c'est qu'elle avait été reprise encore par un débunker qui s'était totalement foutu de ma gueule et qui avait raconté des bêtises en disant que c'était un homme qui était enterré, enfin que des conneries. Alors, ça avait un peu blessé cette fille, la sœur, pensant que sa sœur était un homme alors qu'elle n'a jamais été un homme, elle ressemblait à une vraie femme, elle était belle, voilà ce que je veux dire. Et du coup j'ai supprimé cette vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de nouveau de vous la faire repartager, vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, je suis un peu brouillon dans ce que je raconte, je peux me tromper au niveau des événements, etc. Parce que dans le temps des événements, parce que ça remonte à loin. Et j'ai mis du temps à me décrocher, vraiment. Et par moments, hein, septembre était arrivé, quand j'étais rentré en France, septembre, octobre arrive, enfin l'automne arrive, et là j'ai des flashbacks de l'île à côté de Poveglia, en automne en fait. Je vois des rues où j'ai marché, et je les vois en automne, je vois cette tristesse, cette solitude, machin, etc. Je pense que j'ai toujours gardé un lien avec cette entité, ou bien démoniaque, ou bien l'entité réelle de cette femme. Je pense que c'est plutôt l'entité démoniaque qui est là, et que de nouveau elle essaye de m'attirer vers cette île. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc j'ai réussi à combattre ça, machin, etc. Et je suis sorti de ce truc en fait. Et maintenant, j'ai de nouveau envie de retourner sur l'île Poveglia pour essayer de
de boucler la boucle en fait. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais de nouveau retourner sur l'île, parce que quand je pars de l'île en fait, à ce moment-là, quand le passeur nous ramène et que je pars de l'île Poveglia, et j'ai une détresse, je suis complètement perturbé par toutes ces entités qui m'envoient des messages en me disant reviens, nous on n'est pas partis, aide-nous, la tristesse, j'ai la tristesse, j'ai plus aucune joie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, qui viennent à moi. Quand j'arrive sur l'île, j'ai de la joie, de la colère qui arrive, machin, etc. Mais quand je pars, j'ai que de la tristesse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que j'ai encore quelque chose à faire là-bas. Il faut savoir que je suis le seul à avoir fait une purification sur l'île Poveglia, ou alors il y a des personnes qui sont allées auparavant mais qui n'ont pas filmé ou quoi que ce soit, mais je suis l'un des seuls. On est allé avec mon caméraman avec beaucoup de respect, on a fait des offrandes, etc. On n'est pas allé juste dans le but de faire une vidéo, ouais, on est allé sur l'île Poveglia, l'île la plus hantée du monde, et on est resté 15 heures, là-bas, mais on y est allé pour capter des preuves de l'île comme quoi elle était hantée, mais aussi pour aider les âmes qui étaient là. Vous voyez, les âmes errantes qui sont morts en souffrance, etc. et qui sont là maintenant, ces personnes qui sont mortes en souffrance et qui sont coincées sur cette île. Et j'ai réussi à en faire partir. Moi, je l'espère, ce n'est que théorique aussi. Florine m'a dit que j'ai réussi vraiment à en faire partir. Et j'aimerais y retourner pour essayer de boucler cette boucle, essayer de refaire une purification là-bas. Pourquoi pas beaucoup plus grosse et beaucoup plus longue. Pourquoi pas 2 jours de suite d'affilée sur l'île Poveglia et essayer de libérer beaucoup plus d'âmes. Je ressens réellement ce besoin-là pour moi. Poveglia n'est pas terminé, j'ai quelque chose à terminer là-bas. Et aussi terminer, je sais pas comment expliquer ça, ce deuil avec cette dame, cette jeune femme qui est enterrée là-bas. Je sais pas, je pense que j'ai quelque chose à faire aussi là-bas. Là, je vous balance tout à froid, comme ça, sans texte, sans rien. Voilà, ça sort du cœur. Mais je pense que j'ai réellement quelque chose à faire de nouveau là-bas. Voilà. Alors, petit détail. Par la suite, quand je sors de Poveglia, que j'ai toutes ces aventures qui m'arrivent, etc., je me sens grandi spirituellement. Après, je ne suis pas au top spirituel. Moi, je vous ai dit toujours, mes sensations spirituelles, c'est les montagnes russes. Je veux dire, un coup, je monte et je suis bien chaud et d'un seul coup, je dégringole totalement. C'est pour ça que je vous dis souvent de garder votre taux vibratoire haut. C'est super important. Restez positif, restez amour. N'ayez pas de colère en vous. Je sais que c'est pas facile quand je le dis. Comme je le dis si bien, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Des fois, je suis plein de colère après des personnes qui m'ennuient, etc. Et il faut vraiment éviter cette colère, parce que ça vous fait dégringoler dans un taux vibratoire qui est complètement négatif. Et là, vous faites mal à vous-même. Et vous vous mettez en danger. Mais c'est pour dire, je me paume dans tout ce que je dis, mais c'est pour dire qu'à l'époque, en fait, quand on avait été sur l'île Poveglia, on a vu des tas de choses, mon caméraman et moi. Et il y a des choses qu'on n'a jamais diffusées. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivé de l'île Poveglia, j'ai été attaqué constamment par les débunkers. Leur idée en tête, ils avaient dégringolé Gus à l'époque, c'était de me dégringoler moi. Et on s'est auto-freiné, mon collègue et moi, puisque j'étais en contact avec lui. Je lui disais, tiens, tel time code, j'ai entendu ça, qu'est-ce que t'en penses ? Il me dit oui. On garde des photos d'ordre, etc. On a des photos d'espèces de lucioles, des orbes magnifiques. Comme si c'était des esprits de la forêt qui venaient autour de nous. Enfin, il y a des trucs de ouf quoi, qui nous est arrivé. Et là, je sais plus si c'est mon caméraman ou moi, je pense que c'est mon caméraman qui me dit, je veux pas dire de conneries, je sais plus si c'est lui ou moi, qui me dit les gens sont pas encore prêts, tu vas te faire démonter. Je crois que c'est mon caméraman qui me dit si tu mets ça David, tu vas te faire démonter. Et je me suis vraiment freiné quand j'ai fait le montage de Poveglia. J'ai mis des scènes et j'ai pas mis des scènes importantes, des photos importantes qu'on avait pris des choses importantes qu'on avait pris sur Poveglia. Je pense que cette île est complètement magique, quoi. Mais il faut y aller vraiment, vraiment avec un taux vibratoire haut. Il faut être bien dans sa tête, il faut être lucide, faut pas être dépressif ou quoi que ce soit, parce que je pense que si vous y allez en tant que dépressif avec des facultés, comme j'ai d'ouverture au niveau des entités, etc., je pense que vous vous suicidez, quoi. Moi, la première sensation que j'ai, et mon collègue se rappelle encore,
on arrive, le passeur nous pose sur l'île, on a nos bagages, j'ai un super gros sac, là je sais pas si vous allez le voir, j'ai un super gros sac sur le dos, il pèse des kilos et des kilos, puisque j'ai emmené plein de matos électroniques aussi. Je veux montrer des preuves électroniques et je veux montrer, il n'y a pas que des preuves spirituelles que je veux apporter, je veux montrer que le détecteur se déclenche au moment où on a des ressentis, etc. Et à ce moment-là, je marche sur l'île, et on est là, on va par là, machin, etc. Il se passe des choses. La première fois qu'on arrive sur l'île, la première minute, le premier quart d'heure qu'on arrive sur l'île, j'arrive, machin, etc. Je dis à mon collègue, écoute, je m'éloigne 2 minutes, je vais dans la forêt, j'avais envie d'aller aux toilettes, j'étais nerveux, machin, j'avais envie d'aller aux toilettes. Je m'éloigne, mon collègue reste près d'un bâtiment en fait, et là d'un seul coup, je vois une ombre passer sur mon côté gauche comme ça, que vous ne voyez pas à l'épisode puisque je ne filmais pas, j'étais aux toilettes. Je vois une ombre passer, et au même moment je dis, j'ai vu quelque chose, et au même moment, mon collègue me dit, oui, moi aussi j'ai vu quelque chose, c'est monté là-haut. Je me refroque, tout ça, on court, on prend l'appareil photo et on shoot. J'essaierai de vous retrouver les photos. Malheureusement, ça se trouve dans un disque dur, mais il faut absolument que j'essaye de vous retrouver les photos. Si elles ne sont pas sur la vidéo, c'est que je ne les ai pas retrouvées. Enfin, bref, c'est pas grave. Voilà, j'ai plus rien à prouver là-dessus. Je l'ai vécu et c'était super beau. Et dès les premiers quarts d'heure, il se passe quelque chose. Après, on commence à mettre les caméras en route, machin, on se met en place, on commence à rentrer dans le bâtiment. Et là, ça vient de partout, j'ai des sensations de... C'est comme si vous aviez une centaine de personnes qui étaient autour de moi physiquement et qui me basculaient, qui me prenaient mon bras, qui me disaient hey, on a besoin d'aide, aide-nous, ouais, je suis content que tu sois là. Et au moment que le mec me dit je suis content, il y en a un qui me dit aide-moi. Et j'ai de la négativité, de la positivité qui arrive de partout, je suis complètement envahi. J'ai qu'une chose en tête, c'est de me taper la tête contre les murs. Je crois que mon collègue ne serait pas là ce jour-là, j'aurais fini à me taper la tête contre les murs, tellement que c'était dur à supporter. J'étais pas préparé à ça. Et heureusement que je suis venu avec ce fameux collègue que je remercie beaucoup. Alors, je ne cite pas son nom, parce que peut-être il ne veut pas que je cite son nom, je ne veux pas l'ennuyer avec ça. Mais je te remercie beaucoup d'être venu, de m'avoir accompagné, parce que je pense que sans toi, j'aurais pu déconner là-bas sur les Poveglia la première fois que j'y suis allé. J'étais pas préparé à tout ça, quoi. C'était vraiment... Et par la suite, quand il a vu comment ça partait en couille, etc., c'est lui qui m'a dit, bah écoute, on va se faire des pauses. On va se faire des pauses, je crois que c'était toutes les 30 minutes ou 45 minutes, je sais plus exactement. Et on se retirait carrément des bâtiments, on se mettait au plus proche de l'eau, on se purifiait, et on repartait. Boum. On décompressait et on repartait sur l'île. Enfin, tout ça pour vous dire que c'était magique et je pense réellement y retourner un jour. Et voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager ça. Voilà. Donc il y a un petit événement qui va se passer bientôt. J'ai commencé à balancer dans mon groupe un appel aux dons. Je vais essayer de récolter 1500 € pour aller dans un endroit surprise, faire une grosse enquête surprise. Voilà. Entre temps, j'ai des enquêtes de prévues là. Donc il y a des enquêtes de prévues. J'ai des vacances, donc je vais avoir des vacances. Là, je vais poser mes vacances, j'attends les dates de mes vacances. Et à ce moment-là, si j'ai la somme prévue, si j'arrive à regrouper la somme prévue, c'est direction, la nouvelle enquête, une très grosse enquête, bien ficelée, etc. Voilà. Entre-temps, je vais essayer de vous faire peut-être une petite investigation. Et voilà, je vous embrasse tous. J'espère que les épisodes que je vous fais actuellement sur le matériel, je ressentais le besoin de vous faire partager ces choses-là parce que au niveau du matériel, ces petits épisodes que je vous fais partager en vous montrant comment fonctionne un pod, comment fonctionne un K2, à quoi sert un K2, à quoi sert un mailmètre, et un jour je ferai une vidéo sur le mailmètre aussi. Je pense que c'est important pour que vous compreniez plus ces choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, toutes, qui sont dites et des choses qui sont vraies, qui sont dites sur le K2, etc., mais qui sont sorties hors de leur contexte. Il faut savoir servir de ce matériel, etc. Donc je pense que ces petites séries, enfin ces petites vidéos que je vous fais vous interpellent et vous aimez bien. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein, parce que vous avez vu, n'hésitez pas à me dire bah, j'ai aimé David, je like la vidéo. N'hésitez pas, toutes les personnes qui ont un compte YouTube, de me laisser un commentaire en disant j'ai aimé, j'ai liké la vidéo, parce que moi ça me donne
parce que vous voyez, j'ai des attaques au niveau de mes likes, on me fait péter mes likes et tout. Je sais plus où j'en suis au niveau des likes et ça me donne pas vos sentiments à vous, si vous aimez vraiment telle vidéo, etc. Et si je peux continuer sur ce genre de format. Donc ce qui serait intéressant, c'est qu'à chaque vidéo que je sors maintenant, que n'hésitez pas les gens, alors tous les gens de mon groupe, je vous incite à faire ça s'il vous plaît. Et puis tous les gens qui me suivent, tous les abonnés, et puis les gens qui sont de passage sur ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser un message en disant David, on a liké la vidéo parce qu'on aime ça. Même si vous mettez pas un commentaire important, vous mettez j'ai mis un like David. Pour les dislikes, on s'en fout quoi. Ça passe à la trappe, de toute façon on les voit les dislikes. Les mecs des fois ils achètent 500 dislikes, ça arrive en 15 minutes. T'es là, 500 dislikes en 15 minutes. Foutez pas de ma gueule quoi les mecs. C'est pas 15 mecs qui sont donnés rendez-vous pour mettre 500 dislikes directement, tu vois ce que je veux dire. Donc là c'est vraiment des achats puisqu'on peut acheter sur internet des dislikes et puis sur le Darknet on peut acheter d'autres choses. Enfin bref, voilà. C'était pour vous dire, tous les gens qui veulent mettre un like, si vous mettez un like sur la vidéo, mettez-le aussi en commentaire. Marquez juste like, tu vois, likez. Likez, tu vois. Et les mecs qui mettent disliker, c'est pas la peine, je le mettrai pas. De toute façon vous pouvez disliker avec le pouce à côté. Mais au moins ça me donne une cote. Un quota pour voir si vous aimez ce genre de format, etc. Et si vous voulez, je continue. Voilà. Juste pour vous dire que voilà, je reviens sur des trucs vraiment très sérieux. Et voilà, je suis remonté et j'ai vraiment envie de continuer. Transcommunication, c'est pareil. Hein. En ce moment, j'ai fait une petite pause au niveau de la radio parce que j'ai du travail. Je m'occupe de personnes qui sont en fin de vie, vous le savez bien. Et il y a des fois, je vais les voir un peu tard le soir. Et donc il y a des fois je ne peux pas aller à la radio pour l'instant pour faire la transcommunication. Mais la transcommunication en live, en direct continuera, hein, c'est pareil. Hein. C'est un petit message aux gens qui disent que mes Ghostbox, etc. c'est de la merde ce que je fais, et voilà, qu'on capte que la radio. On a eu des preuves, hein, des fois il y avait plus de 500 personnes en live et on avait des preuves, des réponses vraiment pertinentes qui sortaient de la radio, qui étaient assez intéressantes. Et voilà, donc voilà, je vous embrasse tous, que la paix et l'amour soient avec vous, comme je vous dis, soyez amour, évitez les embrouilles, machin, ça sert à rien. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais bon voilà, je vous embrasse tous, que la paix et l'amour soient avec vous, et à très vite.